La bienvenue à nos collègues, messieurs les sénateurs Mickaël Vallet et Claude Malhuret, qui sont respectivement présidents et rapporteurs de la commission d'enquête sénatoriale sur l'utilisation du réseau social TikTok, son exploitation des données, sa stratégie d'influence, dont le rapport a été publié en juillet 2023. Messieurs les sénateurs, je vous remercie de prendre le temps de répondre à notre invitation. Je tiens à préciser que nous aurions souhaité, par courtoisie républicaine, vous entendre en ouverture de cette commission d'enquête, puisqu'il nous paraissait important d'insister sur la cumulativité des travaux du Parlement, et donc d'entendre d'abord ce qui avait été fait au Sénat, pour que la commission d'enquête puisse repartir de tout le travail, et je tiens à le dire, je pense au nom de l'ensemble des collègues membres de cette commission, de très grande qualité, qui nous a servi d'appui, Madame la rapporteure et moi-même, pour lancer nos travaux, pour repérer également un certain nombre de personnes à auditionner, et pour avoir aussi une vue d'ensemble des enjeux liés au réseau social TikTok, même si nous avons choisi pour notre part de focaliser notre commission d'enquête sur, vous le savez, les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, ce qui a par ailleurs été traité dans votre rapport, mais sur voilà, une portion plus restreinte. Voilà, nous avons choisi de zoomer d'une certaine manière sur l'un des thèmes de votre rapport, et donc c'est aussi à la fois pour votre expertise plus large sur TikTok, pour montrer aussi que le Parlement, sénateurs et députés, savaient travailler main dans la main, que nous étions, les deux chambres parlementaires, en capacité de nous saisir des enjeux du siècle, que nous estimions légitime de vous auditionner en premier, même si voilà, des contraintes d'agenda nous ont amenés à n'avoir cette audition qu'aujourd'hui. Voilà, donc je vais commencer par vous donner la parole pour une intervention du millénaire de plus 10 minutes, qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses, à commencer bien entendu par celle de Madame la rapporteure. Comme il est d'usage, et vous le savez, Président Vallet, il est donc important de nous déclarer au préalable tout intérêt public ou privé qui serait de nature à influencer vos déclarations. Et donc je vous rappelle, comme vous le savez par ailleurs, que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête, y compris donc les sénateurs, de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, chers collègues, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Alors je crois qu'il faut activer les micros aussi. Voilà. Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Et vous avez donc dans la parole pour voilà, ce temps selon votre convenance. Bien, peut-être je vais commencer, et puis le président de la commission d'enquête de l'époque du Sénat continuera. Je voudrais à mon tour vous remercier de votre invitation, et effectivement, je corroborerai ce que vous venez de déclarer sur la continuité. Je crois d'ailleurs que cette continuité, cette complémentarité à laquelle vous faites allusion, celle des deux chambres de la République, sera sans doute prolongée, parce que le sujet des réseaux sociaux, le sujet du TikTok, mais aussi de l'ensemble des réseaux sociaux, n'est pas prêt d'être terminé, que ce soit ici en France ou dans d'autres pays. Comme vous l'avez dit il y a un instant, votre commission s'attache essentiellement aux aspects psychologiques de TikTok et des réseaux sociaux de façon plus générale vis-à-vis des mineurs. C'est quelque chose que je trouve tout à fait bienvenu, et en même temps qui va relativiser l'apport que nous pouvons faire à votre commission, puisque ce sujet, qui était inclus dans notre rapport, n'était pas la pièce essentielle du rapport. Par conséquent, nous avons plus à l'époque, nous sommes plus focalisés sur les problèmes d'influence externe, sur les problèmes politiques que ça pouvait poser, sur les problèmes par rapport à la nature chinoise de la société mère de TikTok, etc., etc. Mais nous nous sommes néanmoins appesantis ou arrêtés sur ce sujet, avec un deuxième bémol que je voudrais mettre d'emblée, c'est que les études
des différents instituts, des différents spécialistes de pédiatrie ou de pédopsychologie ou de psychologie tout court, étaient beaucoup moins nombreuses à l'époque, en 2023, c'est-à-dire il y a 2 ans. Ça va à toute vitesse, évidemment, dans ce domaine, comme dans le domaine de l'intelligence artificielle ou dans le domaine de la tech en général. Ces études étaient encore très, très peu nombreuses et très fragmentaires. Depuis, vous l'avez sans doute déjà analysé, pas mal d'études qui étaient déjà en cours mais qui n'avaient pas leurs conclusions ont eu leurs conclusions. D'autres ont été lancées. Et je pense qu'on dispose sans doute aujourd'hui de plus d'éléments dont on disposait que ce dont on disposait à l'époque. La troisième réflexion que je voudrais faire en remarque préliminaire, c'est vous souhaiter bon courage dans cette commission d'enquête, parce que, comme vous l'avez peut-être remarqué, notre rapport s'intitulait La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise. Opacité n'était pas tellement destinée à juger du contenu de l'application, mais plutôt de la coopération que nous avons essayé, tenté d'obtenir de la part des autorités de TikTok, des représentants de TikTok en France, et dont je dois dire que nous n'avons pas obtenu grand-chose, malgré des questions posées souvent à répétition, en y revenant, etc. On a, pour dire les choses très franchement, on a tout à fait eu, et d'ailleurs on le dit dans le rapport, on a tout à fait eu l'impression d'être face à une langue de bois, et une langue de bois particulièrement, du bois particulièrement dur. Donc j'imagine qu'il n'y a pas de raison, je ne crois pas qu'à part la présidente de TikTok que nous avons débusqué à l'époque, puisque même son nom ne nous avait pas été communiqué dans les documents de l'entreprise, à part la présidente dont les dirigeants de TikTok se sont aperçus qu'elle faisait peut-être pas la meilleure image dans le tableau, puisqu'elle était chinoise et par conséquent soumise directement, même s'il n'habite pas à notre connaissance en Chine, elle est néanmoins chinoise et soumise à la loi chinoise. À part ce toilettage qui est apparu sans doute opportun aux dirigeants de TikTok, les choses, le personnel, à mon avis, les principaux responsables n'ont pas changé. Je suppose que ce sera les mêmes. Et je pense que vous devez vous attendre, en tout cas, c'est une impression que j'ai, aux mêmes réticences que nous pour essayer de pénétrer à l'intérieur du système TikTok. Voilà, c'est juste un certain nombre de remarques préliminaires. L'autre remarque qui ne facilite pas les choses d'ailleurs, mais c'est peut-être moins important dans le domaine de l'étude de la psychologie, c'est moins important que dans l'étude, par exemple, des relations avec la Chine ou des problèmes de modération, etc., c'est que TikTok France, c'est pas grand-chose. Rien n'est fait. Ce qui est fait en France, c'est les rapports avec les pouvoirs publics, c'est la publicité, c'est du commercial. Mais tout le système TikTok, le système européen TikTok est basé essentiellement en Grande-Bretagne et en Irlande. Je ne sais même pas aujourd'hui, après les promesses de TikTok de rapatrier l'application dans 2 pays qui étaient dans 2 pays européens, enfin européens, l'Irlande est européen et la Norvège qui ne l'est pas, qui n'est pas dans la communauté européenne. L'essentiel de ce qui se passe en Europe se passe dans ces 2 pays, et y compris l'essentiel de ce qui se passe en France se passe à partir de ces 2 pays. Mais l'essentiel de ce qui se passe sur TikTok, et notamment de la partie charnière, la partie centrale de l'application, se passe en Chine et se passe toujours en Chine. Les problèmes de business, d'actionnariat, etc., se passant aussi le Caïman, comme vous le savez, même si les Américains ont déjà réussi dans un premier temps à ce que l'application américaine soit gérée aux États-Unis. Ils n'ont pas encore réussi leur deuxième demande, et d'ailleurs ils sont en train de changer d'avis là-dessus, puisque Trump est en train de dire le contraire de ce qu'il disait, ou plutôt d'exiger le contraire de ce qu'il exigeait il y a 1 an ou 2. Donc ça aussi, c'est encore
une raison pour rendre encore plus difficile la façon de décortiquer cette application, cette plateforme. Mais c'est pas spécifique, même si un certain nombre de choses sont spécifiques à cette plateforme TikTok, c'est pas vraiment spécifique par rapport à d'autres plateformes. Ça ne facilite bien entendu pas le travail. Donc voilà, je voulais juste, je vais m'arrêter là sur cet exposé préliminaire, parce que je ne vais peut-être pas rentrer dans l'introduction sur le sujet que vous évoquez, puisqu'il va faire l'objet de questions très très précises, et je pense qu'il est mieux qu'on y réponde au fur et à mesure de vos questions, plutôt que de faire un exposé préliminaire sur un sujet, encore une fois, qui n'était pas le cœur de notre rapport de l'époque. Oui, Madame la rapporteure, Monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous. Je rejoins évidemment ce que vient de dire Claude Malhuret. Je rappelle que le rapport de Claude Malhuret a été adopté à l'unanimité par la Commission, que nous sommes tombés assez facilement d'accord sur l'ensemble des termes, des propositions, des analyses que nous avons pu faire à la suite de ces auditions qui n'ont pas été, il faut le souligner, de même nature, entre des personnes qui travaillent sérieusement et avec une approche scientifique qui ont pu nous éclairer, des personnes qui travaillent sur la question du journalisme, de la mésinformation, et lorsque nous avons eu affaire, à la fin de nos auditions, j'allais dire aux principaux responsables, et ce n'est pas le cas, au seul responsable qui est un lien avec TikTok que nous ayons pu auditionner, parce qu'on a touché assez vite, et je pense que c'est une réflexion à avoir, et ici aujourd'hui et pour la suite, parce que ce n'est probablement pas la dernière fois que les pouvoirs publics français auront à s'intéresser au sujet, de s'interroger sur les limites de l'exercice en commission d'enquête par les parlements nationaux, puisqu'on a en face de nous des gens qui savent très 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 bien jouer de l'ensemble des procédures pour éviter d'avoir à répondre aussi concrètement que si nous étions sur un sujet vraiment, je dirais, de dimension purement nationale. Un petit mot, une opinion personnelle. Donc évidemment, ça a été adopté à l'unanimité. On est tous d'accord avec l'ensemble des termes du rapport. Une réflexion personnelle. Lorsque le sujet est arrivé au Sénat sur proposition de mon collègue Claude Malhuret, moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'était l'aspect, de manière globale, de se dire, tiens, un GAFAM ou assimilé, c'est un sujet nécessairement intéressant dans la période que nous vivons. Je rappelle que c'était il y a 2 ans, c'est-à-dire peut-être le vrai ancien monde, avant que les choses ne basculent. Et ce que j'avais dit à mon collègue, c'est que moi, j'en avais autant pour Facebook, Twitter, et tout ce qui pouvait ressembler à des algorithmes qui ne poursuivaient pas spontanément le bien public, un intérêt public. Mais ce que j'ai appris pendant cette commission d'enquête, c'est qu'il y a, alors ça n'enlève rien aux autres questions qu'on peut se poser sur les GAFA, mais je pense que X fait suffisamment réfléchir tout le monde en ce moment, mais il y a effectivement une spécificité, et je crois qu'un des grands intérêts du rapport est d'avoir montré qu'on ne peut pas tous les traiter, tous les aborder de la même façon, et qu'il y a, du fait de la proximité avec le pouvoir chinois, une vraie spécificité très forte. Certains des spécialistes de géopolitique que nous avons auditionnés, d'ailleurs au début de la commission d'enquête, ont soulevé le fait qu'il existait dans des documents de doctrine chinoise, des documents publics qui ont mis très longtemps à être traduits en anglais ou dans des langues occidentales. Donc on passe parfois à côté d'informations qui pourtant qu'on peut avoir sous la main par une difficulté de compréhension culturelle, que le pouvoir chinois fait, je le traduis mal et rapidement, mais a effectivement un objectif clair dans la guerre cognitive. Et que c'est un sujet qui, je pense, continue, même si vous êtes focalisé sur la question des jeunes et de la santé publique, et vous avez bien raison de faire ce travail-là. Je pense que ces aspects-là ne seront pas absents de votre travail, car il y a cet aspect de guerre cognitive et de se demander demain quelle nouvelle génération et quelle jeunesse seront les mieux armées dans le monde tel qu'il va advenir, et que c'est un élément extrêmement important. Je pense aussi que vous allez retomber sur les mêmes questions que la Commission a cherché à éclairer, n'a probablement pas pu répondre à tout pour les raisons que j'ai évoquées
en préambule, mais vous allez retomber sur le fait de vous demander qui commande vraiment l'algorithme. Parce que nous avons, je dirais, en creux pu répondre à la question en disant que TikTok n'a jamais pu nous dire qui appuyait sur le bouton. Pour X, on voit à peu près, si vous voulez. Là, on voit moins bien. Vous allez retomber sur les questions de moyens de contrôle et de modération mis par TikTok au-delà de ce qu'ils déclarent eux-mêmes, et on serait prié de les croire sur parole. Vous allez probablement avoir à vous interroger également sur les limites des pouvoirs ou des moyens de la CNIL, de l'ARCOM, en fonction des sujets qu'ils traitent les uns et les autres, et je le redis, des moyens des législations nationales, ou en tout cas du travail de contrôle des parlementaires. Et enfin, pour terminer, moi j'appellerais de mes voeux le fait que vous puissiez peut-être approfondir la réflexion, puisque nous étions sur une approche beaucoup plus transversale, approfondir la réflexion sur ces questions de dépendance ou d'addiction ou d'abrutissement, et comment est-ce qu'on peut caractériser les objectifs de santé publique par rapport à ce type d'application. Et je pense que là, il y a une œuvre utile à faire. Et enfin, je terminerai le propos liminaire, mais on pourra creuser ensuite si vous avez des questions, en disant que une des choses qui m'est apparue, moi, en cours au fur et à mesure des auditions que nous menions, c'est qu'on, pour essayer de régler la question de la santé publique, s'attaquer au sujet TikTok est évidemment un aspect fondamental, mais je crois qu'il y en a un deuxième, qui est l'éducation à la parentalité. Et où là, on n'a pas besoin de TikTok ou des autres pour se dire que nous avons des politiques publiques à renforcer, à créer différemment, à financer, à faire partager, à faire prendre conscience sur la question de l'éducation à la parentalité. Voilà, j'en terminerai là parce que vous avez une série de questions peut-être sur lesquelles vous souhaiteriez insister. Merci, et merci pour ces propos liminaires et pour les pistes de réflexion que vous ouvrez et qui font, je pense, partie de l'objet, en effet, du champ des questionnements que nous essayons d'avoir avec Madame la rapporteure. Madame la rapporteure, du coup, je vous laisse continuer à poser vos questions. Merci beaucoup, merci à messieurs les sénateurs, merci de vous être rendus disponibles aujourd'hui, puis surtout merci pour le travail que vous avez fait. C'est un énorme travail et surtout vous l'avez mené, comme vous l'avez dit, il y a maintenant 2 ans, donc vous étiez pas précurseur parce que sans doute à travers le monde beaucoup s'étaient déjà interrogés, mais en tout cas en France c'était un premier travail qui nous a permis de faire évoluer aussi notre réflexion, nous de notre côté, du côté des députés, et l'objectif en effet de cette commission d'enquête, c'est en effet de peut-être se focaliser sur un des points finalement de votre rapport, puisque vous l'aviez déjà évoqué, qui est le sujet de la santé mentale de nos jeunes et de l'impact que peut avoir TikTok en particulier sur la santé mentale de nos jeunes. Moi j'avais plusieurs questions, vous en avez déjà un peu parlé Monsieur Maluret, mais sur les liens avec TikTok, on voit en effet bien l'opacité de TikTok à travers le rapport et la façon dont vous évoquez les liens que vous avez pu avoir, mais est-ce que vous avez eu des liens directs avec TikTok à l'issue du rapport? Est-ce que vous avez eu des contacts avec eux? Est-ce qu'ils ont cherché à rentrer en contact avec vous quand vous avez rendu vos recommandations? Une autre question aussi sur l'issue du rapport, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être comment le rapport a été accueilli par les ministres de l'époque? Est-ce que certaines recommandations ont peut-être été plus évoquées en particulier par les ministres qui étaient ceux de l'époque concernés par le sujet? Et puis peut-être de manière plus générale, 2 ans après, peut-être vous pouvez nous donner un petit mot sur le sentiment que vous pouvez avoir aujourd'hui. Vous aviez quand même des recommandations extrêmement concrètes. Vous aviez aussi dans vos recommandations des sujets sur l'attitude de TikTok et son évolution, et peut-être potentiellement une interdiction de TikTok s'il n'évoluait pas dans leur pratique. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'en effet la situation a empiré, en tout cas que TikTok n'a pas respecté les engagements qui donnaient le sentiment de bien vouloir prendre, et donc quel regard peut-être personnel vous portez sur la situation actuelle et peut-être sur la nécessité d'aller
plus vite et plus loin sur le sujet. Et puis, je trouve que dans votre rapport, évidemment, on voit bien que TikTok nous balade collectivement, c'est-à-dire que ce soit le contrôle de l'âge, la modération des contenus, leur espèce de politique prétendument de bien-être numérique dont ils vous ont parlé, voilà, qui paraît quand même voilà, assez avec assez peu de contenu, la description même qu'ils font de l'application, c'est-à-dire en niant le fait qu'on puisse être enfermé dans une bulle de filtre. En tout cas, M. Garando niait cette situation lors de son audition. On se rend bien compte, en effet, oui, pour parler un peu franchement, qui nous balade. Est-ce que vous vous dites que toutes les positions qui peuvent être prises dans le débat public sur l'idée d'une régulation, de les inciter à plus de modération, etc., est-ce que vous ne pensez pas que finalement, il faut aller peut-être plus fort et avoir une politique beaucoup plus interventionniste qu'on ne l'a aujourd'hui, si on veut avoir des effets qui soient des effets positifs sur la santé mentale de nos jeunes? Et dernière question, et j'arrêterai là, on se rend bien compte que, vous le disiez tout à l'heure, c'est un sujet, on a un objectif de santé publique, mais on a l'impression aussi que si on n'arrive pas forcément aujourd'hui à atteindre notre cible, notamment en termes de sensibilisation à l'égard du jeune public et de leurs parents, c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore réussi à établir suffisamment clairement un lien de causalité entre l'usage de TikTok et peut-être plus largement des réseaux sociaux et la détérioration de la santé mentale de nos jeunes. Est-ce que vous pensez qu'il manque, et vous le touchiez un peu aussi du doigt dans votre rapport, peut-être une espèce de diagnostic beaucoup plus clair sur l'impact de TikTok, de l'usage de TikTok sur l'altération de la santé mentale des mineurs dans notre pays? Voilà, j'ai une série de questions, j'en aurai peut-être d'autres, mais je m'arrête là pour l'instant. Je vous remercie. Les questions que vous posez sont, comment dire, ouvrent une perspective extrêmement vaste. La première réflexion que je voudrais faire, c'est que une de vos premières questions concerne les contacts ou les réactions qui ont pu être celles des pouvoirs publics français. Je pense qu'il faut, comment dire, déjà faire un premier constat qui pose lui-même question. C'est que, je le dis de façon un peu crue, mais c'est comme ça la réalité, au-delà des apparences, c'est que les pays européens ont aujourd'hui entièrement délégué leurs responsabilités, leur contrôle, leur réglementation à la Commission européenne en ce qui concerne les plateformes. C'est moins le cas dans un certain nombre d'autres domaines, par exemple dans l'audiovisuel, bien entendu. L'Arcom s'occupe évidemment essentiellement d'audiovisuel, mais lorsque vous passez à l'Internet, cette régulation, cette réglementation, elle peut rester dans un certain nombre de cas à la disposition des pays européens. Mais aujourd'hui, ces pays ont délégué pratiquement l'ensemble de la régulation et l'ensemble également du contrôle à la Commission européenne. Deuxièmement, deuxième réflexion, lorsque nous avons remis ce rapport et lorsque nous avons fait ces auditions, ce DMA et ce DSA étaient eux-mêmes en voie d'élaboration. Et par conséquent, nous ne savions pas ce qui allait rester de niveau national et ce qui allait devenir de niveau international. Donc, sur ce sujet, maintenant, nous savons ce qu'il en est. Nous avons délégué nos responsabilités, ou en tout cas une grande partie de nos responsabilités, à la Commission européenne. Et j'ai rien contre la Commission européenne, je suis moi-même tout à fait européen. Néanmoins, il faut bien remarquer que les moyens qui sont aujourd'hui ceux de la Commission européenne en matière de contrôle sont eux-mêmes en matière d'enquête, en matière de contrôle, ont été délégués à
à l'un des pays européens, à l'une comment dire, des CNIL européennes, qui est la CNIL irlandaise. C'est pas vrai entièrement en ce qui concerne les plateformes, mais c'est largement vrai. Le problème de la CNIL irlandaise, c'est que l'Irlande est le paradis des plateformes. C'est le paradis fiscal des plateformes. Elles s'y sont toutes installées pour des raisons fiscales et qu'évidemment, sans vouloir mettre en cause l'impartialité de la CNIL irlandaise, d'abord, bien qu'elle ait été renforcée depuis quelque temps, elle est, à mon avis, n'est pas en mesure de pouvoir exercer des enquêtes sur l'ensemble des plateformes dans l'ensemble des pays européens. C'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que le gouvernement irlandais, lui, n'a pas intérêt à renforcer les moyens de ses autorités de régulation sur des plateformes qui sont une vache à lait parmi d'autres entreprises. Donc aujourd'hui, vous avez cette situation et ça m'amène à la deuxième réflexion par rapport à la politique plus ou moins interventionniste dont vous parliez. Le DMA et le DSA, c'est un progrès par rapport au RGPD. C'est un progrès dans les textes, c'est un progrès juridique. Mais lorsque vous voyez, et depuis justement qu'ils existent, il y a eu des enquêtes, il commence à y avoir des sanctions. Mais lorsque vous comparez le rythme d'avancée des enquêtes de la Commission européenne à partir du DMA et du DSA, pour des violations du DMA ou du DSA, qui sont multiples, nombreuses, quotidiennes de la part de toutes les plateformes, et que vous comparez la rapidité, ou plutôt la lenteur, des décisions qui respectent toutes les normes juridiques européennes, avec la longueur d'une enquête, avec les appels possibles, etc., avec le fait qu'une restitution, qu'une sanction ou qu'une conclusion doit être soumise aux 27 avant d'être à nouveau, de revenir vers la Commission et d'être entérinée, vous vous apercevez que le combat est complètement déséquilibré. Il est complètement déséquilibré dans le rapport des forces en présence, des agents en présence, agents des plateformes d'un côté, agents de la Commission européenne de l'autre, et dans la façon dont marchent les procédures, des procédures qui s'étalent sur des années, alors que l'algorithme change plusieurs fois par jour, qui s'adapte au fur et à mesure, soit à l'évolution des pratiques des internautes, soit aux desiderata des dirigeants de TikTok ou d'autres plateformes d'ailleurs. Je regarde. Oui, peut-être ça me reviendra. La dernière partie de ce que vous... oui, donc vous nous demandiez si on avait eu des contacts après ces recommandations avec ni avant, en parallèle de l'audition, ni après la remise du rapport. TikTok n'a souhaité reprendre contact avec nous. Ils ont simplement réagi par voie de presse de façon assez banale, et je pense qu'ils avaient tout à fait intérêt à réagir, à banaliser la chose pour ne pas lui donner de l'importance. Donc nous n'avons pas eu de contact nouveau avec les responsables de TikTok après la remise du rapport. Et enfin, sur les liens de causalité entre l'usage des réseaux sociaux et la détérioration de la santé mentale des enfants ou des adolescents, je pense qu'il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'époque, même si les causalités nous paraissent, dans certains domaines, celui de l'addiction, celui des troubles du sommeil, celui des difficultés d'apprentissage des enfants, celui des difficultés d'attention et tout, c'était déjà largement le cas à l'époque, mais je pense que toutes les études qui sont faites depuis, à mon avis, apportent beaucoup plus dans le domaine qui est le vôtre. Je pense que vous avez parlé de santé mentale. Je pense qu'il faut distinguer plusieurs sujets, puisque là, on est vraiment dans le cœur de votre sujet. Il y a le problème de la santé mentale
et il y a le problème des apprentissages, et il y a le problème des addictions, qui ne sont pas exactement le même sujet, et qui chacun, à mon avis, font l'objet ou doivent faire l'objet d'études supérieures, d'études séparées. Le problème des apprentissages devient un sujet majeur, et un sujet majeur en Europe et un sujet majeur en France lorsqu'on regarde les classements PISA et toute cette sorte de choses. Le problème de la santé mentale, on voit bien que d'ailleurs le problème des apprentissages est valable pour l'ensemble des mineurs ou des enfants ou des adolescents qui vont sur TikTok. Le problème de la santé mentale ne concerne qu'une partie d'entre eux. Je veux dire, les bulles de filtre, elles consistent surtout à accroître les problèmes de santé mentale de personnes qui en ont déjà. Le problème de l'apprentissage, il concerne tout le monde. Donc et les problèmes de l'addiction, c'est encore un troisième problème qui n'est pas obligatoirement qui peut avoir des effets sur les deux, mais qui n'est pas non plus le même. Donc je pense qu'on aurait intérêt dans ce domaine à classifier, peut-être à séparer les différents aspects, parce qu'ils ne relèvent pas toutes du même paradigme. Oui, je vais rajouter quelques autres considérations. Donc, en vrac, ainsi que l'a exposé Claude Malhuret, on n'a pas été contacté avant, on n'a pas été contacté pendant. Après, et je dois dire que pendant, on n'a pas eu beaucoup d'interactions, puisqu'on a eu droit pendant les auditions à des responsables de relations publiques, dont le but était, comme le font certains joueurs de tennis, de toujours renvoyer la balle, de ne prendre aucun risque et de faire en sorte, au bout d'un moment, que les 3 ou 4 heures d'audition soient terminées pour avoir pu en dire le moins possible sur le fond et le plus possible sur des considérations inintéressantes au dernier degré, sur l'ère 2, nous subventionnons le Festival de Cannes et TikTok est la nouvelle vague, ou d'autres choses plus ridicules les unes que les autres. Moi, j'ai souffert pour M. Garando pour de vrai, parce que dans ma tête, pendant l'audition, je me demandais jusqu'à quel niveau de salaire il faudrait me convaincre d'accepter de paraître ridicule pour faire mon travail. Je le dis comme je le pense. Mais c'est un métier, visiblement. Il y a des gens qui sont recrutés pour ça. Nous n'avons rien pu apprendre de leur part, autrement que d'avoir une espèce de publicité pour la plateforme, et qui plus est en plus assez mal faite. Donc on a aussi appris, je vais vous illustrer avec une anecdote, nous sommes allés passer une journée à Bruxelles pour rencontrer les membres de cabinet de différents commissaires, pour rencontrer une des personnes chargées de l'organisation pratique et de l'interaction entre les différents commissaires au sein du cabinet de la présidente. On a également vu des membres du Parlement européen, où on les a notamment interrogés sur la raison, comment s'était déroulé le processus par lequel le choix avait été fait et au sein de la Commission européenne et au sein du Parlement européen de ne pas permettre l'installation de l'application sur les terminaux des fonctionnaires de la Commission, ou bien le fait de pouvoir y accéder depuis les réseaux au sein du Parlement européen. Donc c'était l'objet notamment de ce déplacement. Mais moi, ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est quand on nous a exposé de manière tout à fait sincère, et je n'ai aucune raison d'en douter, le fait que, et nous étions en phase d'élaboration concrète ou de mise en œuvre concrète des deux règlements qu'a évoqué Claude Malhuret. Moi, j'étais étonné d'apprendre qu'il y avait une absence de lobbying de la part de TikTok auprès de ces décideurs européens-là. Et je les crois bien volontiers, d'abord parce qu'ils n'ont aucune raison de nous dire autre chose que ce qui est, mais pour avoir constaté ensuite qu'en fait, ces gens-là n'ont pas besoin de convaincre en amont, puisque c'est ensuite qu'ils jouent à l'évitement permanent, au chat et à la souris, au fait de faire durer les procédures, et c'est là où ils mettent de l'énergie. Ils n'ont pas besoin d'essayer de convaincre en amont sur la question des règles. Et vous noterez d'ailleurs qu'à la différence d'autres réseaux sociaux, les responsables de TikTok ne crient pas urbi et torbi qu'il y a une atteinte à la liberté d'expression en Europe, ou que sais-je. Ils n'en sont pas là. Ils font les choses différemment. Sur la question des recommandations et des suites qui auraient pu être données, il faut effectivement, comme l'a dit Claude Malhuret, se remettre dans le contexte calendaire de l'époque, à savoir que le rapport a été remis juste
avant ou juste après, mais en tout cas à peu près dans la même période, l'adoption du projet de loi qui était porté par Jean-Noël Barrot. Qu'ensuite, c'était au mois d'août suivant qu'allait démarrer l'ensemble des procédures de mise en œuvre des règlements européens, et que parallèlement à la période où nous aurions pu revenir sur nos recommandations et par exemple faire une proposition de loi transpartisane issue des travaux de la Commission, c'est tombé au moment où justement il y a eu ce bras de fer qui a été un peu, on va dire, incarné d'un côté par Thierry Breton quand il était encore commissaire européen, et de l'autre côté par les déclarations d'Elon Musk. Donc il y avait cet aspect calendaire-là, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas lâcher sur le sujet, que sur le sujet plus précis que vous abordez, derrière, ça vaut le coup de creuser, parce que vous voyez qu'en 2 ans, à quel point les choses ont pu évoluer. Sur la prise en compte, comme vous l'avez dit, par les différents ministres sur le sujet, moi je renverrai bien la question au gouvernement au pluriel de manière générale. Il y a eu un rapport qui a été demandé par le président de la République sur la question des écrans, qui est quand même assez éloquent, qui, sur le constat, a été, je crois, assez unanime et partagé. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière ? Je vous donne un exemple. Avant même de rentrer dans le sujet d'un réseau en lui-même, alors encore que TikTok n'est pas un réseau social, mais sur la question des plateformes, avant même de se demander si on arrive vraiment à contraindre, à modérer, etc. À partir de quel moment est-ce qu'on peut finir par avoir l'adhésion du plus grand nombre, et en tout cas des parents, pour essayer de définir des politiques publiques sur le sujet, ce que vous préconiserez peut-être dans vos recommandations, dès lors que tout enfant qui rentre de l'école aujourd'hui a comme premier réflexe obligatoire, c'est une injonction qui lui est faite, d'aller sur un écran ou de demander l'écran des parents pour pouvoir regarder les devoirs qu'il a à faire pour le lendemain. Et ça ne relève ni de la réglementation européenne, ni d'une discussion avec les plateformes, je pense ni même de la loi, mais doit bien y avoir la possibilité au sein du ministère de l'Éducation nationale, peut-être même par simple circulaire, de demander à ce que les devoirs ne tombent plus sur Pronote ou Éducartable. De la même façon, qu'est-ce qui fait que des enfants, de manière régulière, et des parents de manière compulsive, vérifient les notes en permanence, tous les jours, sur ces logiciels-là, dès lors qu'à l'Éducation nationale, personne n'aura un jour considéré qu'on donne pour instruction aux différents rectorats ou inspections qu'il y a des moments où on ne met pas de notes, on ne rentre pas de notes des élèves. C'est des notes qui tombent le dimanche, qui tombent pendant les vacances, qui tombent les jours fériés, parce que l'enseignant fait son travail, remplit, et les notes tombent. On doit bien avoir quelque part, la 5e puissance mondiale doit avoir la possibilité, grosso modo, de demander aux éditeurs de logiciels de brider ces aspects-là, sans mauvais jeu de mots. Donc, il y a là, d'abord, des choses à balayer devant chez nous. Ensuite, un élément qui a été évoqué par Claude Malhuret qui me semble très important. Et Claude Malhuret a précisé qu'il n'était pas anti-européen. Je me permets de confirmer pour tout le monde. Et moi, je ne suis pas précisément un atlantiste de première bourre, ce qui pourra vous être confirmé aussi. Néanmoins, on est face à une vraie difficulté sur le bon niveau d'élaboration de ces règles. On l'a vu dans le débat qui s'est instauré entre des nouveaux propriétaires de plateformes et celui qu'on cite en permanence et la Commission européenne. Ils sentent vraiment que ça leur chauffe. Ils sentent vraiment le vent du boulet, parce que Thierry Breton a doctement expliqué, il avait raison de le faire dans le débat public, que si, alors il y a énormément de conditions cumulatives, mais si à la fin des fins, une plateforme ne respectait pas les règlements européens, la possibilité juridique, en droit, en respectant tous les aspects tous les grands principes de droit, existe de couper l'accès à la plateforme. Et ça, il faut rendre les choses de manière... il faut les rendre vraiment effectives, parce qu'il n'y a que cela qui pourra permettre peut-être un jour à une plateforme, non pas en ayant l'épée dans les reins, mais d'elle-même, de finir par amender son fonctionnement. Et cela, je pense, moi le premier, qu'on ne peut vraiment le définir qu'à un niveau continental.
parce que sinon, ils vont essayer de jouer sur les différents bords. Mais jouer au niveau continental fait que nous avons encore d'autres problèmes à régler, et notamment le fait que la domiciliation sur les aspects RGPD avec la CNIL irlandaise pose un problème de coordination avec les autres CNIL, entre guillemets, nationales, mais le fait que sur la question des contenus, ce soit côté Commission européenne, voilà, ça demande des enquêtes plus nourries, plus fournies, plus importantes, avec moins de réactivité, mais peut-être avec une meilleure efficacité à la fin. J'en termine en disant que ce qu'il faudrait réussir peut-être à caractériser, séparer le bon grain de livret en se demandant ce qui malgré tout peut relever des États et peut relever de la Commission européenne. Je vais donner un parallèle, pardon s'il n'est pas opportun, je ne sais pas. On connaît tous ces vieux reportages dans les années 50 de la télévision française où on se félicite du fait que désormais à la cantine, pour les moins de 14 ans, il n'y aura plus d'alcool sur la table. C'était il y a 70 ans, 60-70 ans. Ce sont des questions de politique publique. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on soit obligé de passer par l'aspect contenu, RGPD, niveau européen, pour se demander si, comme ça a été établi par un certain nombre de scientifiques et par des cohortes qui ont travaillé sur des cohortes internationales, si le fait de priver des enfants de plusieurs heures de sommeil, parce qu'en fait, on pourra y revenir peut-être, mais sur la question des enfants et des effets psychologiques, la chose qui est établie, il peut y avoir débat sur d'autres choses, c'est la question du sommeil. Bon, ben, en quoi priver des enfants de 1 heure, 2 heures ou 3 heures de sommeil par jour réclamerait qu'on passe par tout un tas de discussions au niveau européen pour dire ben non, ça suffit. Et d'une manière ou d'une autre, il va falloir brider l'appareil parce qu'on est devant un problème de santé publique énorme. Et là, on ne parle que des enfants. Mais priver des adultes de 2 heures de sommeil par jour n'est probablement pas une bonne chose non plus. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, pour ces éléments. Je vais poser une petite question et puis derrière une ou deux remarques à la lecture de votre rapport. Et je donnerai ensuite la parole aux collègues. Moi, j'ai vraiment été stupéfait, en effet, par ce que vous décriviez comme voilà, ces ombres chinoises et cette espèce de mépris ou de difficulté d'accéder à des documents. Et notamment quand vous avez réussi à vous faire transmettre par TikTok un organigramme que M. Garando, qui avait prêté serment de dire toute la vérité, disait ne pas connaître. À qui aviez-vous demandé cet organigramme ou comment aviez-vous pu l'obtenir, si ce n'est à travers les services affaires publiques de TikTok? Et comment, y a-t-il des portes par lesquelles on peut avoir plus d'informations que par les affaires publiques? Ça, c'est une question de moyens, mais qui nous intéresse, cela dit. Vous avez auditionné M. Garando, vous avez aussi auditionné Mme Mazure, qui, je crois, a pris plus de responsabilités après votre audition, parce que je crois qu'en 2024, elle a été nommée responsable genre, je ne sais plus le titre exact en tête, mais à l'échelle européenne de TikTok. Et donc, voilà, elle sera aussi invitée à venir nous voir. Donc, si elle nous écoute, voilà, l'information lui est transmise. Mais voilà, j'aimerais bien avoir un peu plus de détails sur la méthode que vous avez employée pour obtenir des informations, pour voir si d'aventure nous devons nous en inspirer. Non. En ce qui concerne l'organigramme, c'est très simple. On l'a demandé plusieurs fois, parce qu'une bonne partie des questions ont été reposées plusieurs fois, lettres, puis lettres recommandées, etc. Donc petit à petit, on a eu un certain nombre de réponses, et notamment sur l'organigramme, on a fini, au bout de pas mal de rappels, d'obtenir de la part de TikTok un organigramme. Et cet organigramme était assez... D'autant plus que l'équipe est très réduite, donc il était assez facile à faire. Donc il paraissait satisfaisant. Jusqu'au moment où on a pensé, je ne sais plus, c'est peut-être Marc Parcelier qui à l'époque, ou un de ses collaborateurs, a pensé à aller solliciter le tribunal de commerce pour avoir les renseignements sur TikTok, et où on s'est aperçu que la présidente de TikTok France, qui est Madame Zhang Tao, Zhao Tian, pardon,
ne figurait pas dans cet organigramme et que c'était elle la responsable, c'était elle qui avait la signature, c'était elle qui pouvait tout faire, c'est-à-dire vendre l'application, etc., etc. On avait simplement omis de nous donner son nom dans l'organigramme fourni par TikTok. Voilà le genre de... Alors, comme vous le dites, je pense que ça peut relever de la violation de l'engagement des auditionnés de livrer avec bonne foi l'ensemble des renseignements dont ils disposent. Mais enfin, bon, on n'allait pas non plus aller commencer à faire des dénonciations pénales pour des articles 40 pour parjure ou quoi que ce soit. Mais voilà le genre. Voilà le genre. Plus généralement, vous parliez tout à l'heure, Madame la députée, de la rapporteure des engagements. Ça fait partie on le retrouve systématiquement dans toutes les plateformes. Pour TikTok plus encore que pour les autres, mais chaque fois qu'ils sont convoqués quelque part, chez un régulateur, chaque fois, régulateur européen ou régulateur national, la tactique est toujours la même. Ils essayent d'abord de démolir, de diminuer au maximum, d'éliminer tout ce qui peut être à la limite, etc., et d'enlever une partie des accusations ou des soupçons, etc. Ensuite, il reste une part incompressible. Sur cette part incompressible, là où ils ne peuvent plus nier, ils prennent des engagements en disant « Ah oui, mais ça, c'était dans notre phase ». Et TikTok le fait encore beaucoup plus que les autres, ou le faisait, parce que TikTok était beaucoup plus récent. Et donc, à chaque fois, la réponse de TikTok, j'ai dit « Mais nous venons juste de nous installer, ça fait 1 an ou 2 qu'on est en France, les autres sont là depuis 10 ou 15 ans, et par conséquent, on ne peut pas avoir le... » Et petit à petit, on s'adapte. Et ils prennent ces engagements. Et généralement, les régulateurs sont satisfaits en disant « Bon, ça passe pour cette fois, mais n'y revenez plus ». Et 1 an ou 2 ans plus tard, on s'aperçoit qu'ils n'ont strictement rien changé, qu'ils ont rempli 5% de leurs obligations. C'est déjà 1 an de gagné. Ensuite, le contentieux, s'il doit y avoir lieu, il va durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ensuite, dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, il va se terminer. On n'a jamais eu l'exemple d'une interdiction, si ce n'est temporairement en Nouvelle-Calédonie dans des circonstances très particulières, mais et pour des raisons d'ordre public et non pas des raisons liées au DMA ou au DSA. Par conséquent, ils auront une sanction qui, au maximum, est une sanction financière et qui, même si elle est énorme, vu les budgets de ces entreprises, ne représente qu'une petite égratignure. Et entre-temps, 5 ans se sera passé, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tout aura changé. Il y a 5 ans, on ne parlait pas de l'intelligence artificielle à l'intérieur des systèmes. On parlait de l'intelligence artificielle déjà, mais on n'en parlait pas, sauf chez les spécialistes, et on n'en parlait pas dans l'application directe sur les plateformes. Aujourd'hui, ce que vous avez mis, les engagements qui ont été pris il y a quelques années et tout, depuis l'introduction de l'intelligence artificielle dans les modérations des plateformes, dans les algorithmes, etc., tout ça est balayé. Par conséquent, il n'y aura aucune conséquence. Ils ont bien compris ça depuis longtemps. Ils ont compris ça depuis le début. Mon premier navigateur Internet que j'ai utilisé, c'était en 1996. Donc, c'était AltaVista, pas un navigateur, pardon, un moteur de recherche. Mais la rapidité des progrès dans ce domaine dépasse de tellement loin les possibilités d'action des régulateurs que de toute façon, ils ont compris depuis longtemps que ça les rendait de toute façon intouchables, quoi qu'il arrive. Voilà, je voulais revenir sur le problème de l'engagement. Vous me demandez s'ils avaient pris des engagements. J'avais oublié de répondre à cette partie de votre question. Merci. Pas plus de précision. Chers collègues, quelqu'un souhaite poser une question à la collègue sénateur. Monsieur Vogetta, pour le groupe EPR. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Messieurs les sénateurs, bienvenue et merci pour vos interventions et vos travaux que nous avons suivis à l'époque avec intérêt.
déjà, c'est vrai que c'était une autre époque. Le temps passe extrêmement vite dans ce monde. Et moi, j'écoutais avec beaucoup d'attention, Monsieur Maluret, vos réflexions sur le cadre réglementaire et le fait que nous ayons volontairement ou inconsciemment choisi de déléguer une partie de notre capacité à réguler ces enjeux à la Commission européenne plutôt que de maintenir cette souveraineté législative, on va dire. Et nous en souffrons depuis les conséquences, puisque vous l'avez dit, maintenant, nous n'avons plus la prérogative à imposer des mesures, ou des actions, des limitations à ces plateformes. Nous devons espérer que Bruxelles voit la lumière et prenne les bonnes décisions. Et vous nous révélez quelque chose que j'ignorais, effectivement, c'est que notamment l'infrastructure de surveillance et de compliance mise en place par Bruxelles est elle-même affaiblie par de nombreux aspects, et notamment celui que vous révélez, le conflit d'intérêts irlandais, qui paraît assez évident, où l'Irlande a à la fois le rôle du policier, du gendarme, mais de celui qui peut bénéficier du crime. Donc la question que cela m'impose, elle est, parmi ce qui reste dans notre prérogative de législateur français, et donc notre capacité uniquement à imposer des restrictions à des entreprises françaises de droit français, et notamment les opérateurs télécoms, qu'est-ce que nous pouvons faire pour pallier à l'inaction de Bruxelles, si cette inaction se prolonge et se poursuit, ou en tout cas son inefficacité. Et deuxième question, vous avez évoqué la volonté stratégique de la Chine, volonté presque politique, d'utiliser leurs réseaux sociaux et TikTok comme une arme politique, notamment en termes d'influence, en termes de manipulation d'informations. Vous avez évoqué des preuves. Vous avez aussi fait allusion à cette stratégie éventuelle d'abrutissement des masses, à travers l'abrutissement de notre jeunesse. Vous n'avez pas utilisé le mot abrutissement, mais je l'utilise. Avez-vous, dans le cadre de vos enquêtes, vu des preuves ou des indications selon lesquelles ce serait une stratégie consciente poursuivie par soit l'entreprise, soit le gouvernement qui la contrôle? Pensez-vous que ces preuves, si vous ne les avez pas trouvées, puissent exister quelque part, ou est simplement une intuition de votre part? Alors, d'abord, pour répondre à la deuxième partie de votre question, évidemment que personne ne va laisser traîner les preuves. Mais la preuve, elle est très simple. Il suffit de comparer comment marche Douyin et comment marche TikTok. Douyin, c'est le TikTok chinois. Et par conséquent, non pas toutes, mais une très, très grande partie des effets néfastes, des effets négatifs de TikTok sur les jeunesses européennes, américaines et du monde entier en définitive, sauf en Chine, sont évités sur Douyin. Une des premières mesures qui nous paraît très, et d'ailleurs qui est envisagée aujourd'hui, et je pense que moi je vous recommanderais volontiers d'aller dans ce sens, une des premières mesures, c'est la limitation du temps passé sur les écrans. Michael Vallée disait il y a un instant que les heures de sommeil, c'est pas le problème de la santé mentale et tout, c'est le problème des apprentissages, etc. Que les heures de sommeil, c'est quelque chose de très simple, de basique et d'assez et sur lequel on peut faire quelque chose. L'application Douyin est telle que vous ne pouvez pas, qu'elle s'arrête automatiquement au bout de 60 minutes. Donc les Chinois ont parfaitement compris. Là, on n'est pas dans on pourrait dire, oui, régime totalitaire, censure, etc. C'est pas de la censure. Bien sûr qu'il y a de la censure sur Douyin, mais c'est pas le problème de censure, c'est un problème de santé publique sur lequel il n'y a pas de différence entre les Chinois et nous. C'est pas un problème de liberté d'expression ou autre. C'est simplement dans le but de garantir la santé des enfants. La première preuve que TikTok est conscient vous demandez tout à l'heure si c'était un processus délibéré. La première preuve du fait que Douyin est conscient de cet effet négatif et par conséquent qu'il fait délibérément
usage de cet effet négatif, c'est qu'il l'empêche sur Douyin, qui est exactement la même application. S'il pensait que si ça n'était pas une vision chinoise de dire on protège nos enfants et on laisse les effets négatifs sur les enfants du reste du monde entier, la bataille cognitive notamment que décrivait Michael Vallée tout à l'heure, je pense que c'est à soi-même, c'est une preuve, non pas des effets négatifs, mais du fait que les Chinois sont parfaitement conscients des effets négatifs. De la même façon, l'application Douyin, bien entendu, il y a toute la censure, comme il y a de la censure dans l'ensemble des médias chinois, etc. Donc ça, c'est pas évidemment que c'est pas un scoop, mais une bonne partie de l'application Douyin est consacrée à des aspects pédagogiques, scientifiques, etc., qui sont totalement absents, si ce n'est de façon anecdotique, comment dire, par des biais souvent humoristiques, etc. Mais il y a beaucoup de contenus identiques, et de ce point de vue-là, à mon avis, les enfants chinois sont sans doute confrontés aux mêmes difficultés que les autres, c'est-à-dire un algorithme extrêmement addictif, etc., etc. Mais les aspects éducatifs, pédagogiques, etc., sont néanmoins là, alors qu'ils sont totalement absents sur TikTok. Donc il y a quand même des différences très très grandes. Mais la preuve même du fait que c'est une volonté consciente, je ne sais pas si on peut dire une volonté consciente d'abrutir, mais une volonté consciente en tout cas de protéger en grande partie les mineurs chinois par rapport au reste du monde, elle est dans la différence entre les deux applications. Évidemment qu'ils se rendent compte. Et en Chine, évidemment, ils ne prennent aucune précaution en matière de censure et tout, c'est le b.a.-ba. Mais sur l'aspect psychologique et l'aspect des enfants, je crois que l'évidence est là. La deuxième question, la première question plutôt que vous posiez, c'était sur le fait est-ce qu'on peut envisager, malgré le fait d'avoir délégué nos compétences à la Commission européenne en matière de régulation des plateformes, en grande partie, est-ce qu'on peut envisager des régulations particulières à la France ou des législations particulières à la France? Vous avez vu la difficulté avec la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire le jour où le gouvernement français décide, pour des raisons d'ordre public, d'interdire pendant 8 jours, pendant quelques jours, il se fait désavouer par le Conseil d'État. Donc ça vous donne une indication du chemin qu'il y a à faire. Plus généralement, et là, c'est pas le problème de savoir si c'est en France ou si c'est en Europe. Plus généralement, c'est le problème des pays démocratiques avec les plateformes. Moi, je suis persuadé d'une chose. Nous sommes victimes d'avoir poussé jusqu'au bout la réflexion libérale, le vocabulaire libéral, les intentions libérales jusqu'au bout du libertarianisme, au point que dans le domaine d'Internet, né chez les libertariens californiens, qui a entraîné l'ensemble du mouvement dans le monde entier, aujourd'hui, la moindre préoccupation, la moindre régulation, la moindre critique est vécue comme une atteinte à la liberté d'expression. On a confondu la liberté d'expression avec le fait de pouvoir dire n'importe quoi, de pouvoir injurier, etc., etc. On a renforcé ça par évidemment l'anonymat. Et aujourd'hui, la liberté d'expression dont tout le monde s'aperçoit depuis toujours, depuis la loi de 1881, qu'elle est parfaitement légitime, mais qu'elle s'exerce dans le cadre de lois, elle s'applique aux médias, elle s'applique aux personnes en matière de diffamation, d'injures, etc. Elle ne s'applique absolument pas aux réseaux sociaux. Je vous donne
confier une anecdote, enfin une anecdote d'ailleurs que je ne vous confie pas parce qu'elle est publique. En 2018, j'ai demandé dans une séance du Sénat, dans une commission du Sénat, j'ai demandé au ministre de l'informatique de l'époque, qui était Cédric O, d'interdire en France Sputnik et RT. Et devant l'ensemble de la commission, Cédric O a levé les bras au ciel en disant « Mais monsieur Maluret, vous n'y pensez pas. Notre gouvernement ne va pas supprimer la liberté d'expression. » Et là, je lui ai répondu « Mais il ne s'agit pas de médias, il ne s'agit pas de liberté d'expression. Il s'agit de deux organismes de propagande directement produits par le FSB à Moscou et par les services de propagande et de renseignement russes. Et ne me parlez pas de liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est pas la liberté de propagande de régimes hostiles à nos pays. » On en est resté là, évidemment. Le ministre s'est permis une belle employée. C'est beaucoup plus facile de dire la liberté d'expression que d'essayer d'expliquer la différence entre la liberté d'expression et la liberté de propagande. Le 25 février 2022, le lendemain de l'invasion russe en Ukraine, les Européens, du jour au lendemain, ne se sont pas posés de questions. Ils ont compris qu'il fallait d'urgence, et que c'était d'ailleurs une faible mesure par rapport à ce qui se passait, interdire RT et Sputnik. Nous sommes victimes de cette naïveté-là. Et on est les deux victimes, parce que c'est très compliqué, que la liberté d'expression est quelque chose de tellement fondamental dans nos sociétés libérales, qu'il est extrêmement compliqué de mettre, surtout avec l'influence sur Internet du libertarianisme californien, qui est maintenant la norme, qui est maintenant la règle, extrêmement difficile de plaider pour une régulation. Alors que tout le monde dit, que les parents, puisque vous vous occupez des mineurs, que les politiques, que les gouvernements se lamentent, que tous les parlementaires, enfin tous les acteurs du jeu démocratique dans nos pays disent, je vous cite Obama, dans The Atlantic, il y a 2 ou 3 ans, disait cette phrase: les réseaux sociaux sont devenus la principale menace pour la démocratie. Et Dieu sait qu'Obama a été le premier président, a été élu largement, qui connaît parfaitement les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde fait ce constat. Et face à ce constat, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Dès qu'on propose quelque chose, on lui dit mais vous n'y pensez pas. Et les lobbyistes, les avocats, les milliards payés par les plateformes, peut-être pas TikTok, mais les GAFAM à Bruxelles, sont là en permanence pour dire liberté d'expression. Et ils trouvent toujours des gens qui n'ont pas bien compris le système, et qui sont d'ailleurs majoritaires, pour dire on touche à la liberté d'expression. Qu'est-ce que je pense, moi, profondément ? Et qu'est-ce que, non seulement je le pense, mais je le dis, et j'ai proposé un amendement au Sénat il y a 3 ou 4 ans qui a été voté à l'unanimité, contre l'avis de Cédric O. Ça fait un peu plus de 3-4 ans d'ailleurs. Non, 3-4 ans. J'ai proposé ce qui est, là encore, peut-être le sujet majeur pour la régulation, enfin un des sujets majeurs de la régulation des réseaux sociaux. J'ai proposé de considérer les plateformes non pas comme des hébergeurs, mais comme des éditeurs. Tant qu'on considérera les plateformes comme des hébergeurs, c'est-à-dire qu'en définitive, quand ils disent on est des hébergeurs, ils estiment avoir le même statut que Orange ou que n'importe quel fournisseur de tuyaux. On est hébergeur, ah ben voilà, on héberge et puis on n'est pas éditeur, on n'a pas de responsabilité sur notre contenu. La grosse arnaque, elle est là. Que disait mon amendement ? Toute plateforme qui sélectionne le contenu à partir d'algorithmes, de tout autre moyen informatique, etc., etc. La formule est un petit peu longue, sous forme de curation, c'est-à-dire de sélection du contenu, est considéré comme un éditeur et doit avoir les responsabilités d'un éditeur comme tout journal. Si un journal vous propose, même si c'est une lettre d'un lecteur, comme un post de quelqu'un sur Internet, s'il y a de l'injure, de la diffamation, etc., le rédacteur en chef du journal est tout à fait condamnable au même titre que celui qui l'a écrit. Évidemment qu'un fournisseur d'accès
il est absolument même pas un hébergeur, il est un fournisseur d'accès. Mais évidemment qu'à partir du moment où vous sélectionnez le contenu, et on le voit bien tous les jours, tout le monde se plaint des algorithmes, tout le monde se plaint d'abord de ne pas savoir, et pour TikTok c'est encore pire que pour les autres, de ne pas savoir ce qu'il y a dans ces algorithmes, d'autant plus qu'ils changent en permanence et qu'ils sont... on invoque le secret des affaires, donc personne ne peut connaître ce qu'il y a sur les algorithmes, mais tout le monde sait que les algorithmes, Musk d'ailleurs ne s'engage pas, et d'ailleurs il ouvre une partie de ces algorithmes pour les chercheurs, tout le monde sait que ces algorithmes incitent à la violence, incitent à l'injure, incitent à la polémique, etc. À partir du moment où vous avez fabriqué un appareil qui fait en sorte de mettre en exergue les contenus les plus violents, etc., etc., vous êtes un éditeur de contenu violent, vous n'êtes pas un hébergeur comme ça neutre. À partir du moment où vous construisez une voiture sans frein et que vous essayez de la mettre sur le marché, aucun régulateur, aucun État ne va vous permettre de mettre une voiture sans frein sur le marché. Vous pouvez dire, mais nous, on n'y est pour rien. Il a acheté la voiture sans frein, il savait qu'elle n'avait pas de frein. C'est le conducteur qui est responsable. Bien entendu que personne ne va dire ça. On a construit des machines avec des algorithmes qui permettent de mettre en cause, de sélectionner particulièrement tous les contenus qui font du buzz, donc qui font du fric. Hein. C'est ça la logique. On leur a permis de le faire dans une impunité totale. Tout le monde se plaint des effets sur la psychologie des jeunes, mais plus généralement des effets sur le débat démocratique et sur la menace que ça fait peser aujourd'hui sur nos démocraties. Et nous, en tant que législateurs, on est bien placés pour savoir, en tant qu'élus allant rencontrer nos électeurs toutes les semaines, on est bien placé pour savoir quelle est la part des réseaux sociaux dans c'est un des sujets, il y en a beaucoup d'autres, mais dans cet affaiblissement et dans cette difficulté aujourd'hui que rencontrent les démocraties. Donc tant qu'on continuera à faire en sorte que l'impunité est totale parce que les plateformes sont des hébergeurs et ne sont pas considérées comme des éditeurs, alors qu'à l'évidence elles le sont, on n'aura pas réglé le problème. Qui aura à la fois un jour Alors nous avons eu au Sénat nous avons voté dans la loi, je me rappelle plus quel était le nom de la loi que défendait Cédrico à l'époque. Cet amendement a été voté et à ma grande surprise, il a été voté à l'unanimité. Et il dit, en l'occurrence, pour simplifier, les hébergeurs, les plateformes qui sélectionnent à partir d'algorithmes sont des éditeurs. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique obligatoirement qu'on ne peut plus invoquer, si par hasard il était voté par l'ensemble du Parlement, qu'on ne peut plus invoquer comment dire ça implique qu'on ne peut plus invoquer le fait que les algorithmes soient incommunicables au nom du secret des affaires. C'est au nom du secret des affaires qu'ils disent que c'est incommunicable. Quel secret des affaires? Qu'est-ce qui empêche une autorité régulatrice avec le secret qui peut comme l'Arcom ou comme d'autres? Pourquoi est-ce qu'on empêche l'accès aux algorithmes? D'ailleurs, certaines plateformes, et notamment Musk en partie, même si X est largement critiquable, acceptent l'accès à une certaine partie de son algorithme. Mais à partir de ce moment-là, on peut d'une part, et je pense qu'on découvrirait des choses qui seraient qui horrifieraient pas mal de monde et qui feraient peut-être changer la vie sur les plateformes. Et deuxièmement, on instaurerait une responsabilité qui est aujourd'hui, depuis 1881, acceptée par tous les grands médias et par toute la population, sans qu'on parle de remettre en cause la liberté d'expression. Voilà. J'ajoute que cet amendement a été voté contre l'avis du gouvernement, toujours la liberté d'expression, et qu'il n'a jamais été proposé à l'Assemblée nationale par le gouvernement, bien entendu. C'est peut-être une piste interparlementaire à travailler ensemble, parce que il est fort possible d'ailleurs que si cette loi devait être, cet amendement, c'est d'une simple phrase, devait être voté un jour en France, il est très, très, très probable qu'on nous opposerait
les conventions européennes, le DMS et le DSA, mais ça poserait au moins peut-être que le Conseil constitutionnel nous dirait désolé, mais voilà. En tout cas, et bien entendu, j'ai conscience en disant ça que je ne vais pas c'est très facile de dire, c'est ce que Ségrico m'avait répondu, vous êtes contre la liberté d'expression. C'est compliqué d'exprimer. D'ailleurs, ça fait 10 minutes que je suis en train de parler de ça pour essayer de le faire par approche successive. C'est très compliqué. C'est beaucoup plus facile de dire, ben non, vous êtes pour la censure, etc., etc. Merci. Ce sont d'ailleurs des réflexions que nous partageons, mais il est vrai qu'avec mon collègue Vogetta, lors du vote de la loi du 9 juin 2023 sur l'influence commerciale, on s'est heurté à un certain nombre de remarques de la Commission européenne sur l'inconventionnalité d'un certain nombre de dispositions qui nous ont amenés à procéder à un certain nombre de rectifications par le biais d'une ordonnance Balai. Donc on est totalement conscient de ces difficultés, mais en même temps sur la nécessité d'avancer sur la définition, ou en tout cas sur les imprécisions, ou en tout cas la capacité de certaines plateformes à se masquer derrière le statut d'hébergeur. Ce qu'ils ne sont plus. Et je pense, en tout cas à titre personnel, je vous rejoins lorsque vous considérez qu'ils sont pleinement éditeurs et donc ils ont une responsabilité. Et l'un des enjeux de cette commission, c'est aussi, à mon sens, de montrer qu'il y a chez ces prétendus hébergeurs une responsabilité éditoriale majeure et donc derrière une responsabilité aussi sur les effets. Madame la rapporteure, vous vouliez poser la question d'une collègue qui nous suit à distance. En effet, oui, on a Anne Jeunetet qui est à distance et qui m'envoie ces questions et qui voulait vous interroger sur, vous avez évoqué votre déplacement à la Commission européenne et savoir, donc elle se demandait si vous aviez évoqué avec la Commission européenne, ou en tout cas les personnes que vous avez rencontrées, la possibilité d'interdire totalement TikTok. Et elle se demandait aussi si vous aviez évoqué avec la Commission les moyens finalement qui étaient à leur disposition. Donc c'était au moment du DSA pour finalement pour réussir à contrôler, à assurer plutôt le contrôle des contenus et le contrôle de la mise en œuvre des règles européennes. Et moi j'ajouterais une dernière question. Dans une de vos recommandations, vous évoquez justement, vous parliez de l'exemple chinois et de la façon dont ça fonctionne, l'application en Chine. Est-ce que vous avez, dans la recommandation 20 de votre rapport, l'idée d'instaurer pour les mineurs un blocage de l'application au bout de 60 minutes d'utilisation? Est-ce que vous aviez creusé un peu la possibilité technique ou l'application concrète de cette recommandation? Répondre à la deuxième partie de votre question. À partir du moment où Douyin le fait en Chine, il est évident que ça ne pose pas de problème technique. D'ailleurs, à l'époque, je me rappelle, je crois, M. Garando nous avait dit qu'il réfléchissait sur ce sujet et qu'il réfléchissait non pas à le faire automatiquement, mais à proposer aux parents d'instaurer cette fonctionnalité. À partir du moment où ils peuvent le proposer, et d'ailleurs ils ne l'ont pas fait, mais en tout cas ils le proposaient. Donc visiblement, techniquement, ça n'est pas du tout un sujet. Je pense d'ailleurs que c'est sans doute une des mesures qui pourrait sans doute être le plus facilement, et avec l'acceptation d'abord de toutes les fédérations de parents, de toutes les associations de parents qu'on a vues. Je pense que c'est un des sujets qui pourrait le plus facilement être... Le sujet du contrôle d'âge serait également un sujet qui serait sans doute, consensuel. Mais il se heurte à la difficulté technique et c'est ce que renvoient les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux disent aux régulateurs OK, on veut bien contrôler l'âge des internautes, l'âge des utilisateurs, mais dites-nous comment on fait. Et les autorités, et notamment européennes, disent mais c'est à vous de nous proposer donc ils se renvoient la balle. Néanmoins, de ce point de vue-là, et notamment avec l'usage de sociétés de tiers de confiance, il y a tout à fait une possibilité de le faire. Mais personne ne semble vouloir avancer là-dedans. Je pense que ces deux mesures-là, elles pourraient assez facilement être prises. Et notamment la première, sur les 60 minutes obligatoires. Voilà pour la première partie. Oui, ça va me donner l'occasion aussi d'apporter une précision peut-être à la question précédente de notre collègue. Sur le niveau européen, je crois qu'il faut, je suggère qu'on se garde d'une approche caricaturale ou qu'on simplifie trop les choses, y compris entre nous. Par exemple, sur la question du RGPD, je crois qu'il y a 10 ans ou 15 ans,
si on avait pu expliquer que la gestion des données deviendrait un enjeu de politique publique partagé jusque dans la plus petite commune de France ou dans les plus petites associations conscientes du fait qu'on n'élabore pas des fichiers ou qu'on ne traite pas des adresses courriels de n'importe quelle façon ou qu'on n'héberge pas telle ou telle donnée concernant des administrés sans y réfléchir d'abord, on se serait dit que la marche était un peu haute. Et le RGPD est maintenant quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Il y a sur les cas les plus grossiers, ou en tout cas sur les volumes de données des contentieux qui peuvent être énormes, il y a effectivement cette difficulté que nous avons soulevée sur la question de la CNIL irlandaise, dont on nous dit par ailleurs récemment qu'il y a quand même eu une amélioration, parce qu'il faut savoir qu'une fois que la CNIL irlandaise prend une décision ou propose une décision, celle-ci est rediscutée par le collège de l'ensemble des CNIL européennes, donc c'est du temps passé, c'est de l'énergie passée, mais à la fin des fins, il y a quand même, sur la question des données, une norme européenne. C'est devenu, justement, c'est le cas de dire, assez normatif. Et vous avez des pays dans le monde, en Asie par exemple, qui n'appartiennent pas à des ensembles régionaux ou sous-régionaux qui traitent ce sujet, qui se disent, pour notre législation nationale, on va prendre le cadre européen. Donc, il faut aussi voir quand les choses sur l'Union européenne, je pourrais vous en faire dans le sens inverse une liste beaucoup plus longue. Mais sur ce point-là, il y a quand même eu ça de réussi. Le problème sur la question notamment du DNA, du DSA, c'est le temps. C'est-à-dire que d'un côté, on pourrait être peut-être plus rapide et plus flexible avec des législations purement nationales, mais pour un effet ou pour un impact, comme on dit en bon français bruxellois, qui ne serait pas le même. Et là, aujourd'hui, les choses sont en train de se construire, pas assez vite. Claude Malhuret a très bien décrit le système qui fait que les plateformes ou les GAFAM, eux, évidemment, avancent et essayent de gagner du temps sur ce point-là. Mais malgré tout, vous avez dit, on a dévolu consciemment ou inconsciemment à Bruxelles. Vous avez dit consciemment ou inconsciemment. Je crois que c'est tout à fait consciemment, parce qu'il y a des décisions de politiques nationaux, de responsables politiques nationaux, qui prennent des décisions de ce point de vue-là, et qu'il faut que ces politiques-là les assument. Ce n'est pas les Chinois qui ont décidé que Thierry Breton ne serait plus commissaire européen, alors qu'il commençait quand même à taper dur et à être reconnu dans l'opinion sur le sujet. Ou alors, si ce sont les Chinois, c'est très grave, en plus d'avoir été une décision parfaitement idiote. Ça, c'est une opinion personnelle. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi les responsables nationaux qui doivent faire en sorte de pousser dans le bon sens. Et donc, aujourd'hui, on peut effectivement s'interroger sur la volonté de la Commission européenne, ou en tout cas de sa présidente, qui a été à deux doigts de nommer une ancienne responsable de Google comme responsable d'une des... auprès d'un des commissaires européens. On peut se poser ces questions-là. Mais il n'empêche qu'il y a un cadre qui existe et c'est effectivement à nous, dans des relations diplomatiques intra-européennes, d'avoir des exigences beaucoup plus concrètes là-dessus. Sur l'aspect technique, de se demander si c'était opportun, faisable ou pas d'avoir une application qui soit bridée dans le temps qu'on puisse y passer au moins. Il y a trois aspects là-dessus. Le premier est un aspect juridique. C'est-à-dire qu'il faut que ça ne contrevienne pas à certains grands principes de droit. Et c'est là où Claude Malhuret, je le rejoins, évidemment, parle de naïveté de ce point de vue-là. Non, il y a une question de santé publique, de santé démocratique qui devrait nous permettre, au bout d'un moment, de converger vers ce type de solution. Mais nous ne serions pas, dans le cadre européen, les seuls à décider. C'est là où c'est une vraie bataille politique. Le deuxième aspect, il est technique. On dit parfois que tout ce qui est techniquement souhaitable n'est pas politiquement... tout ce qui est techniquement possible n'est pas politiquement souhaitable. En l'occurrence, techniquement, on peut tout faire. Le splinternet, il existe déjà. Essayez de vous brancher sur Twitter en Chine, ça ne fonctionne pas. Mais de la même façon, il y a des contenus auxquels on n'a pas accès depuis l'Union européenne. Et c'est heureux. Mais je pense que nos concitoyens ne comprendraient pas qu'on mette en avant des considérations techniques, dans la mesure où, je vais me permettre un parallèle, le tropisme sénatorial, ça parlera en tout cas aux élus locaux, aux associations locales. Essayez de diffuser dans une fête de village, c'est-à-dire pas sur le réseau mondial, pas sur Internet, pas là où on peut trouver des traces. Essayez de diffuser dans une fête de village de la musique que vous n'auriez pas déclarée à la SACEM. Vous allez vite comprendre quand l'amende va vous arriver. Parce que, voilà, concrètement, l'arsenal juridique existe pour faire en sorte de faire respecter les droits d'auteur, parce que la SACEM, il regarde
la presse locale, ils voient qu'il y a eu une fête de village, ils voient qu'il y a eu de la musique qui s'est terminée par un verre de l'amitié et qu'ils n'ont pas eu la déclaration. Bon, on doit pouvoir faire à peu près la même chose sur la question des réseaux sociaux. Et enfin, 2 petits points que vous aviez évoqués. Sur la question de l'abrutissement, c'est bien un des termes qui a été choisi par la Commission. Et là, vous pouvez regarder une des premières personnes que nous avons auditionnées, la deuxième en l'occurrence, qui était M. Paul Charon, de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, qui est la personne qui a soulevé le fait qu'il y avait une vraie politique assumée publiquement de la part de l'État chinois sur la question de la guerre cognitive. Donc ça, je pense que vous pouvez le regarder utilement. Il y a eu un rapport sénatorial assez récent sur la question des influences étrangères. Et ce que nous avons vécu ces derniers mois, en tout cas les questions qui ont été soulevées, et en France, s'agissant de TikTok, et dans des pays qui sont au sein de l'Union européenne, je pense notamment à la Roumanie, où là on voit la difficulté aussi vis-à-vis de l'opinion publique. C'est-à-dire que comment une application privée peut prendre une ampleur telle que le fait de décider qu'il y a eu manipulation amène à des manifestations qui, elles, ne sont plus virtuelles mais sont bien réelles dans les rues, et à la remise en cause de décisions de pouvoirs publics qui eux-mêmes ont remis en cause un scrutin. Si ça ne doit pas nous alerter et nous donner le vertige, en tout cas c'est un élément extrêmement important. Et puis enfin, Claude Malhuret a évoqué la question de la Nouvelle-Calédonie. Je mettrai une petite opinion, enfin pas divergente, mais je nuancerai. Le Conseil d'État a effectivement considéré qu'on avait suspendu une application en dehors de tout cadre légal. Alors moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas pouvoir suspendre une application dans ces moments-là, et que pour des considérations d'ordre public, mais il faut qu'on ait un cadre légal. Et depuis cette décision-là et l'avis donné par le Conseil d'État, il n'y a pas eu, on n'a pas remis ça sur l'ouvrage. Donc ça, il faut y travailler quand même, parce qu'il y a un vrai sujet là-dessus. J'avais juste une hésitation sur la décision du Conseil d'État, parce qu'il me semblait qu'il disait que c'était possible, mais c'est juste que c'était pas proportionné. Mais non, où c'est qu'il y a... Enfin, faudrait que En tout cas, il me semble que le Conseil d'État a fait valoir que la décision n'avait pas été prise dans les règles. Ça, c'est sûr. Et depuis, il n'y a pas eu de nouvelles discussions sur cet aspect-là des choses. Merci. Chers collègues, je crois qu'on arrive au bout des questions et on va pas tarder à enchaîner sur la prochaine audition qui a lieu à 16h. Donc on va suspendre pour une durée de 5 minutes. Il me reste donc à remercier nos collègues, leur dire évidemment que nous sommes à leur entière disposition et que nous les remercions encore une fois d'avoir été précurseurs, et que nous tenons aussi à leur disposition s'ils souhaitent nous transmettre ou documents complémentaires ou qui pourraient être utiles à nos travaux. Merci de votre invitation. Merci. Si vous m'autorisez, Monsieur le Président, je voudrais simplement dire que moi, il me semble intuitivement que l'aspect, sur le cadre, la question du cadre légal, le fait de caractériser les menaces réelles, etc., c'est un élément fondamental et vous ne pourrez pas faire sans. Je crois que la question de l'éducation à la parentalité, du fait de se demander ce que les pouvoirs publics français peuvent faire par eux-mêmes, à la rigueur sans rien attendre des plateformes, est un élément, je crois, qui sera peut-être essentiel dans votre travail. Tout à fait. Et d'ailleurs, alors nous avons un certain nombre d'auditions prévues qui vont dans ce sens, à commencer par les associations de parents, mais aussi à la fin de notre commission, on auditionnera le ministère de l'Éducation nationale, de la Santé, etc., pour voir aussi Canopé et Clémy qui mettent en place aussi un certain nombre de dispositions d'accompagnement des jeunes et d'éducation aussi à la citoyenneté, à l'ère numérique, qui nous paraissent essentielles, mais sans doute insuffisamment portées par les pouvoirs publics dans leur ensemble. Et donc ça fait aussi partie des enjeux de cette commission, tout à fait. Merci. Merci encore. La séance est suspendue.